Imaginez un instant que vous marchiez seul dans un immense marais au cœur de la Floride. Le soleil vient de disparaître derrière l'horizon. L'air est lourd, humide, presque étouffant. Tout semble calme, trop calme. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement dans les herbes, aucun mouvement visible. Pourtant, quelque part dans l'obscurité, un prédateur vous observe peut-être déjà. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce prédateur n'est même pas censé être là. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Croyez-vous qu'il soit encore possible de sauver les Everglades? Et si vous aimez les documentaires consacrés aux animaux, à la nature et aux mystères du monde sauvage, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment quelques serpents exotiques ont déclenché l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire moderne des États-Unis. Une histoire qui commence avec une tempête dévastatrice, mais qui se transforme rapidement en une guerre silencieuse opposant la nature à l'un des envahisseurs les plus redoutables jamais introduits sur le continent nord-américain. Tout commence à la fin du XXe siècle. Dans les vastes étendues marécageuses du sud de la Floride se trouve un écosystème unique au monde, les Everglades. Cet immense territoire humide couvre des millions d'hectares de marais, de rivières lentes, de forêts de cyprès et de prairies inondées. Pendant des milliers d'années, cet environnement a évolué dans un équilibre remarquable. Les ratons laveurs, les opossums, les oiseaux des marais, les cerfs et d'innombrables autres espèces y vivaient aux côtés de leurs prédateurs naturels. Les alligators, les lynx roux et les panthères de Floride faisaient des parties intégrantes de cet équilibre fragile. Mais tout allait changer. Au mois d'août de l'année 1992, l'ouragan Andrew frappe le sud de la Floride avec une violence exceptionnelle. Les vents atteignent des vitesses d'Evan terrifiantes. Les maisons sont détruites. Les infrastructures s'y sont ravagées. Des milliards de dollars de dégâts sont enregistrés. Au milieu de ce chaos, un événement passe presque inaperçu. Un élevage de reptiles est sévèrement endommagé. Parmi les animaux gardés sur place se trouvent des pythons birmans. Lorsque les installations sont détruites, de nombreux serpents s'échappent dans la nature. À première vue, cela ne semble pas représenter une menace majeure. Après tout, combien de serpents pourraient réellement survivre dans un environnement inconnu? La réponse allait bientôt choquer les scientifiques. Au même moment, un autre phénomène contribue à aggraver la situation. Depuis plusieurs années, les pythons birmans sont devenus des animaux de compagnie populaires. Lorsqu'ils sont jeunes, ils sont relativement petits et faciles à manipuler. Mais en grandissant, ils atteignent parfois plusieurs mètres de longueur et deviennent extrêmement difficiles à garder dans une maison. Face à cette réalité, certains propriétaires prennent une décision qui semble, à leurs yeux, bienveillante. Ils relâchent leurs serpents dans la nature. Ils pensent leur offrir la liberté. En réalité, ils ouvrent la porte à une catastrophe écologique. Les Everglades offrent aux pythons pratiquement tout ce dont ils ont besoin pour prospérer. Le climat est chaud presque toute l'année. L'humidité est abondante. Les zones de cachette sont innombrables. Surtout, la nourriture est partout. Pour un python birman, cet environnement ressemble à un paradis. Contrairement aux prédateurs locaux, ces serpents utilisent une stratégie particulièrement efficace. Ils peuvent rester immobiles pendant des heures, parfois même des journées entières. Ils attendent patiemment qu'une proie s'approche. Puis, en une fraction de seconde, ils frappent. La victime n'a souvent aucune chance. Les animaux des Everglades n'avaient jamais rencontré un prédateur de ce type. Pendant des millénaires, ils avaient développé des comportements leur permettant d'éviter les dangers habituels. Mais face à ce nouveau chasseur venu d'Asie, leur défense naturelle se révélait largement insuffisante. Pendant que les années passent, les pythons se reproduisent. Et ils se reproduisent vite. Une seule femelle peut pondre des dizaines d'œufs en une seule fois. Dans des conditions favorables, les jeunes survivent en grand nombre. Sans véritables ennemis naturels, capables de contrôler efficacement leur population, leur expansion devient spectaculaire. Peu à peu, les chercheurs commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Les observations de mammifères diminuent, les ratons laveurs deviennent plus rares.
Les opossums disparaissent de certaines zones. Même des prédateurs comme les lynx semblent moins nombreux. Au début, certains pensent qu'il s'agit simplement de fluctuations naturelles. Mais les données accumulées racontent une histoire bien différente. Les populations animales s'effondrent à une vitesse inquiétante. Là où autrefois les scientifiques observaient une abondance de vie sauvage, ils trouvent désormais un silence troublant. Des routes autrefois fréquentées par de nombreux animaux semblent presque désertes. Les nuits deviennent étrangement calmes. Pour les biologistes qui connaissent ces lieux depuis des décennies, cette transformation est profondément inquiétante. Ce n'est pas seulement une question de nombre d'animaux. C'est tout un réseau écologique qui commence à se désintégrer. Chaque espèce joue un rôle précis. Lorsque certaines disparaissent, les conséquences se propagent dans l'ensemble de l'écosystème. Les prédateurs perdent leur proie. Les plantes perdent certains dispersants de graines. Les équilibres construits sur des milliers d'années commencent à vaciller. Et pourtant, malgré l'ampleur du problème, personne ne sait encore à quel point la situation va devenir grave. Les autorités comprennent qu'il faut agir. Des programmes de capture sont mis en place. Des chasseurs spécialisés sont recrutés. Des compétitions sont même organisées afin d'encourager la population à participer à la lutte contre les serpents envahissants. Mais un problème majeur apparaît rapidement. Les Everglades sont immenses. Les pitons sont extrêmement difficiles à repérer. Et surtout, ils semblent toujours avoir plusieurs longueurs d'avance sur ceux qui tentent de les éliminer. Pendant que les équipes de terrain poursuivent leurs efforts, une découverte inattendue est sur le point de révéler que les pitons ne représentent peut-être qu'une partie du danger. Quelque chose d'encore plus inquiétant se cache déjà dans les marais. Et lorsque les scientifiques comprendront enfin ce qui se propage silencieusement à travers l'écosystème, ils réaliseront que la bataille pour sauver les Everglades est devenue beaucoup plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Au fil des années, les spécialistes de la faune sauvage perfectionnent leurs méthodes de recherche. Des pièges photographiques sont installés dans des secteurs reculés des Everglades. Ces caméras fonctionnent jour et nuit sans intervention humaine. Leur objectif est simple, comprendre où se déplacent les pitons et comment ils utilisent ce territoire gigantesque. Les images collectées révèlent rapidement une réalité troublante. Les serpents sont partout. Ils apparaissent le long des sentiers empruntés par les mammifères. Ils traversent les zones inondées. Ils se cachent dans les herbes hautes. Ils utilisent même certains passages naturels que les animaux locaux fréquentent depuis des générations. Plus inquiétant encore, ils semblent parfaitement adaptés à leur nouvel environnement. Les chercheurs avaient initialement espéré que le climat ou les conditions locales limiteraient leur expansion. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Chaque année, de nouveaux signalements apparaissent au plus loin vers le nord. Chaque année, de nouvelles zones sont colonisées. Les équipes chargées de les capturer travaillent souvent de nuit. Armés de lampes puissantes, ils parcourent des kilomètres de marais à la recherche du moindre indice. Pourtant, même les chasseurs les plus expérimentés décrivent cette mission comme une véritable chasse aux fantômes. Un python peut rester complètement immobile pendant des heures. Il peut se fondre dans les racines, les herbes ou les troncs tombés. Parfois, un chasseur passe à quelques mètres seulement d'un serpent gigantesque sans même s'en rendre compte. Cette capacité à disparaître dans le paysage explique en grande partie pourquoi leur population continue de croître malgré les efforts considérables déployés pour les contrôler. Les autorités investissent dans de nouvelles technologies. Des drones sont testés. Des systèmes de détection thermique sont développés. Des outils de localisation sophistiqués sont expérimentés. Mais les résultats sont souvent décevants. Le corps des pitons adopte fréquemment la température de son environnement. Cela les rend extrêmement difficiles à distinguer sur les images thermiques. Quant aux dispositifs destinés à attirer les serpents, ils se révèlent mais souvent inefficaces. Les pitons sont des prédateurs patients. Ils préfèrent attendre qu'une véritable proie se présente plutôt que de s'approcher d'un objet inconnu.
Face à ces difficultés, les scientifiques imaginent une stratégie originale. Ils équipent certains serpents adultes d'émetteurs GPS avant de les relâcher. Ces individus deviennent involontairement des guides. Lorsque la saison de reproduction arrive, ils rejoignent d'autres pitons. Les chercheurs suivent alors leur déplacement et découvrent parfois des regroupements entiers de serpents. Cette méthode permet plusieurs succès importants. Cependant, même avec cette aide, les Everglades restent immenses. Les spécialistes savent qu'ils ne voient probablement qu'une petite partie de ce qui se cache réellement dans les marais. Puis, alors que l'attention de tous est concentrée sur les pitons, une autre menace commence à émerger. Cette fois, le danger ne mesure pas plusieurs mètres de long. Il est presque invisible à l'œil nu. Tout commence lorsque plusieurs biologistes observent un phénomène étrange chez différentes espèces de serpents indigènes. Certains individus paraissent faibles, d'autres respirent difficilement. Quelques-uns semblent incapables de se déplacer normalement. Les premiers cas sont rares, puis leur nombre augmente. Les analyses vétérinaires révèlent rapidement quelque chose d'alarmant. À l'intérieur des voies respiratoires de plusieurs serpents locaux, les chercheurs découvrent de minuscules parasites. Ces organismes se développent dans les poumons. Ils s'accrochent au tissu respiratoire. Ils se multiplient progressivement jusqu'à perturber gravement la respiration de leur hôte. Pour les animaux infectés, les conséquences peuvent être dramatiques. Respirer devient de plus en plus difficile. L'énergie diminue. La capacité à chasser disparaît. Finalement, certains serpents succombent lentement à l'infection. Les scientifiques cherchent alors l'origine de ce parasite. Leurs investigations les conduisent vers un suspect sans inattendu, les pitons birmans. Dans leur région d'origine, ces serpents coexistent avec ce parasite depuis des millions d'années. Au cours de cette longue période, un équilibre biologique s'est installé. Les pitons peuvent transporter l'organisme sans forcément développer des symptômes graves. Mais les serpents de Floride n'ont jamais été exposés à cette menace auparavant. Leur système immunitaire ne possède aucune expérience face à cet envahisseur microscopique. La situation devient encore plus préoccupante lorsque les chercheurs reconstituent le cycle complet de transmission. Le parasite ne passe pas directement d'un serpent à un autre. Il emprunte plusieurs étapes. Des insectes peuvent être contaminés, puis des amphibiens. Ensuite, les serpents qui se nourrissent de ces animaux deviennent eux-mêmes porteurs. Autrement dit, le parasite profite du fonctionnement normal de l'écosystème pour se propager. Chaque maillon de la chaîne alimentaire peut involontairement participer à sa diffusion. Les biologistes réalisent alors qu'ils sont confrontés à un problème d'une ampleur considérable. Même si les populations de pitons diminuaient fortement, le parasite pourrait continuer à circuler. Et c'est exactement ce que certaines études commencent à suggérer. Dans plusieurs régions éloignées des principaux foyers de pitons, des infections sont déjà détectées. Le parasite semble capable de survivre indépendamment de son hôte d'origine. Cette découverte change complètement la manière dont les chercheurs envisagent la crise. Au départ, ils pensaient combattre une espèce invasive. Désormais, ils doivent aussi faire face à une menace biologique qui s'est installée dans l'environnement. Les conséquences potentielles sont immenses. Les pitons réduisent les populations de mammifères. Le parasite affaiblit les reptiles indigènes. Deux problèmes distincts frappent simultanément le même écosystème. Pour certains scientifiques, les Everglades sont désormais attaqués sur plusieurs fronts à la fois. Pourtant, au milieu de ces nouvelles inquiétantes, une observation surprenante attire l'attention des chercheurs. Une espèce locale semble résister beaucoup mieux que les autres. Dans les zones fortement touchées par le parasite, certains serpents paraissent remarquablement épargnés. Les analyses se multiplient, les résultats sont intrigants. Alors que plusieurs espèces présentent des taux d'infection élevés, ce serpent particulier semble posséder une forme de résistance naturelle. Personne ne comprend encore exactement pourquoi. Mais cette découverte ouvre une lueur d'espoir. Peut-être que la nature possède déjà certaines réponses aux problèmes qu'elle affronte. Et quelque part dans les forêts et les marais du sud-est des États-Unis, un prédateur oublié depuis longtemps s'apprête à jouer un rôle inattendu dans cette histoire. Un animal majestueux dont le retour pourrait changer le cours de la bataille.
une espèce que beaucoup considéraient comme presque perdue, et dont la réapparition va offrir aux défenseurs des Everglades une raison de croire qu'il est encore possible d'inverser la tendance. Les chercheurs décident alors d'étudier de plus près cette espèce qui semble mieux résister que les autres aux bouleversements en cours. Mais leurs investigations les conduisent rapidement vers une découverte encore plus fascinante. Dans certaines régions de Floride, un ancien habitant fait son retour. Pendant des décennies, sa présence avait presque disparu de nombreux écosystèmes. La destruction de son habitat, l'expansion urbaine et les activités humaines avaient progressivement réduit ses populations. Beaucoup craignaient même qu'il ne puisse jamais retrouver sa place dans la nature. Pourtant, contre toute attente, ce serpent remarquable revient lentement. Il s'agit du serpent indigo oriental. Long, puissant et d'une élégance impressionnante, il est considéré comme l'un des plus grands serpents indigènes d'Amérique du Nord. Sous la lumière du soleil, ses écailles sombres reflètent parfois des nuances bleu-vert qui lui donnent une apparence presque irréelle. Mais ce n'est pas son apparence qui intéresse le plus les scientifiques. C'est son comportement. Contrairement à de nombreuses autres espèces, le serpent indigo oriental est un chasseur spécialisé. Il est capable de s'attaquer à d'autres serpents et figure parmi les prédateurs les plus efficaces de son environnement naturel. Pendant longtemps, son déclin avait privé l'écosystème d'un acteur important. Aujourd'hui, grâce à des programmes de conservation ambitieux, de nouveaux individus sont progressivement réintroduits dans certaines zones protégées. Le processus est long. Des années de préparation sont nécessaires. Les habitats doivent être restaurés. Les espèces végétales locales doivent revenir. Les tortues fouisseuses, dont les terriers servent d'abri à de nombreux animaux, doivent également être protégées. Petit à petit, l'environnement retrouve certaines caractéristiques qui avaient disparu. Puis arrive enfin le moment tant attendu. Les premiers serpents indigos élevés dans le cadre des programmes de conservation sont relâchés dans la nature. Au départ, personne ne sait réellement si l'opération réussira. Les mois passent, puis les années, et un jour, les caméras installées sur le terrain enregistrent une scène extraordinaire. De jeunes serpents indigos nés dans la nature apparaissent à l'écran. Ils ne proviennent pas d'un centre d'élevage, ils ne sont pas issus d'un programme de réintroduction récent. Ils sont nés librement. Pour les biologistes, cette observation représente bien plus qu'une simple réussite scientifique. Elle démontre que l'espèce recommence à se reproduire naturellement. Autrement dit, elle reprend peu à peu sa place dans l'écosystème. Cette nouvelle apporte un souffle d'optimisme à une situation qui semblait parfois désespérée. Pendant ce temps, d'autres observations attirent l'attention des chercheurs. Certains prédateurs locaux commencent à modifier leur comportement face aux pythons. Des alligators sont observés en train d'attaquer de jeunes serpents. Des mammifères opportunistes profitent parfois de la vulnérabilité de certains individus affaiblis. Même si ces événements restent relativement rares, ils suggèrent quelque chose d'important. La nature apprend. Lorsque les pythons sont apparus dans les Everglades, ils représentaient un danger totalement nouveau. Aucun animal local n'était préparé à leur présence. Mais après plusieurs décennies, certaines espèces commencent progressivement à reconnaître cette menace et à exploiter ses faiblesses. Un python qui vient de se nourrir est moins mobile. Un python exposé à des températures plus fraîches devient plus lent. Un jeune serpent reste vulnérable face à des prédateurs expérimentés. Ces détails peuvent sembler insignifiants. Pourtant, dans la nature, de petits avantages répétés des milliers de fois peuvent modifier profondément l'équilibre entre les espèces. Les chercheurs restent prudents. Personne n'affirme que les pythons sont en train de perdre la bataille. Leur population demeure considérable. Leur capacité de reproduction reste impressionnante. Leur expansion n'est pas totalement stoppée. Mais pour la première fois depuis longtemps, certains signes indiquent que l'écosystème n'est pas complètement impuissant. Les Everglades ne sont pas simplement une victime. Elles réagissent, elles s'adaptent, elles cherchent à retrouver leur équilibre. Cependant, de nombreux défis demeurent. Le parasite continue de circuler. Les populations de mammifères restent fragilisées dans plusieurs secteurs. Les gestionnaires de la faune doivent poursuivre leurs efforts de surveillance. Chaque année, de nouvelles études sont menées.
Chaque année, de nouvelles stratégies sont testées. La lutte est devenue un véritable marathon scientifique. Elle mobilise des biologistes, des vétérinaires, des écologues, des gardes forestiers et des milliers de bénévoles. Tous partagent le même objectif, préserver l'un des écosystèmes les plus précieux d'Amérique du Nord. Car les Everglades ne sont pas seulement un refuge pour la faune sauvage. Elles jouent également un rôle essentiel pour des millions de personnes. Elles contribuent à la qualité de l'eau. Elles participent à la protection contre certaines inondations. Elles soutiennent des activités économiques importantes. Lorsqu'un tel écosystème est menacé, les conséquences dépassent largement le monde animal. Elles concernent toute la société. Aujourd'hui encore, personne ne connaît l'issue finale de cette histoire. Les pitons sont toujours présents. Le parasite continue d'inquiéter les chercheurs. Les efforts de conservation doivent se poursuivre. Pourtant, malgré toutes les difficultés, une leçon importante se dégage de cette crise. La nature possède une capacité extraordinaire à résister. Même lorsqu'elle semble au bord de l'effondrement, elle peut parfois trouver des moyens inattendus de se défendre. Le retour du serpent indigo oriental, l'adaptation progressive de certains prédateurs, l'engagement des scientifiques et des défenseur de l'environnement. Tous ces éléments rappellent que l'avenir n'est pas encore écrit. Les Everglades se trouvent à un moment décisif de leur histoire. D'un côté, des espèces invasives et des parasites continuent d'exercer une pression immense. De l'autre, des forces de restauration et de résilience travaillent et teamaillent sans relâche pour reconstruire ce qui a été perdu. La bataille est loin d'être terminée. Mais une chose est certaine, l'histoire des pitons birmans en Floride n'est pas seulement celle d'une invasion. C'est aussi l'histoire d'un écosystème qui refuse d'abandonner. Un combat silencieux qui se déroule chaque jour dans les marais, les forêts et les eaux des Everglades. Et tant que ce combat continue, l'espoir demeure. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'avenir des Everglades. Pensez également à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle exploration des plus grands mystères du monde naturel.